Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui on va repartir pour un petit tour et ce petit tour va nous amener au Pugiliste Club Niçois qui est le plus ancien club de boxe de la ville de Nice. On va y rencontrer Jacques Strocchio qui est le professeur en charge du club et aussi Aaron qui est l'un des entraîneurs du club. Donc vous allez voir que la vidéo est en deux parties. Vous avez une première partie qui est un petit peu courte qui présente le travail d'Aaron en tant qu'entraîneur au sein du Pugiliste Club Niçois et une seconde partie dans laquelle nous allons interviewer Jacques Strocchio pour revenir à la fois sur son parcours mais aussi sur l'histoire du Pugiliste Club Niçois. Allez, je vous laisse de suite avec l'épisode et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut! Donc là, vous assistez à ce qu'on appelle la leçon. Donc après un échauffement d'une demi-heure, où Aaron a profité de l'espace pour les faire courir, pour réchauffer tous les groupes de muscles, Aaron passe à proprement dire ce qu'on appelle la leçon. Il répète donc le boxeur que Salah, que vous avez face à vous, va disputer son premier combat amateur dans 48 heures. Donc là, sa préparation est terminée. Il a préparé ce combat depuis 6 mois, depuis la rentrée. Et Aaron lui fait répéter les enchaînements qu'il va tenter de réaliser face à un adversaire que nous ne connaissons pas, puisqu'en boxe amateur, on part à la découverte. Son adversaire a pratiquement le même âge que lui, certainement le même poids. On ne sait pas s'il est grand, s'il est petit. Donc on peut pas appliquer une tactique en fonction de son adversaire qu'on va découvrir. Peut-être à la pesée, on va voir s'il est grand, on va voir on va peut-être réaliser qu'il est gaucher, ainsi de suite. Et là, Aaron lui fait répéter la gamme des coups qu'il sait produire. Après, ça sera à lui de les adapter en fonction du gabarit de son adversaire. Et donc si je comprends bien, Aaron qu'on voit là, c'est lui qui en général entraîne les jeunes pour les préparer à la compétition, c'est ça? Aaron qui est au club depuis maintenant 14 ou 15 ans, continue à boxer, il veut disputer un ou deux combats professionnels. Il s'entraîne comme un sportif de haut niveau, mais c'est lui qui gère la quasi-totalité des entraînements à partir des juniors, des seniors. Il s'occupe des loisirs et il s'occupe des compétiteurs qu'il suit en déplacement. Donc il partira ce samedi à Marseille, il sera le seul responsable du club, il sera dans le coin, c'est lui qui vérifiera le poids des adversaires, et ainsi de suite. C'est lui l'homme de terrain du PCN. Tu es arrivé au club vers 2015, quelque chose comme ça? Un peu avant, je suis arrivé vers 2011, si je dis pas de bêtises, je me trompe pas, 2011-2012. Voilà, j'ai combattu saison 2012-2013 en amateur et voilà. Donc oui, ça fait, je n'ai pas fait le calcul, mais ça va faire bientôt 15 ans pas loin de 15 ans que je suis là, quoi. Tu es là depuis combien d'années en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, je suis diplômé depuis du prévôt fédéral depuis 2019. Il se fait sur 2 ans, donc j'ai débuté en 2017. J'ai été entraîneur partiellement, c'est-à-dire à certains moments pendant certaines séances. Et petit à petit, je me suis intégré. Donc on va dire qu'officiellement, on peut dire depuis que je suis diplômé, depuis 2019. T'as le BPGEPS aussi? J'ai un BPGEPS après que j'ai passé par la suite en 2021. Donc pour professionnaliser en gros mon statut. Mais donc oui, j'ai 2 diplômes d'entraîneur, un diplôme fédéral et un diplôme d'État. Voilà, ici là, il est souffrant, il est trop en avant. Il est pas bien, on dirait qu'il va être souffrant. Il est pas sûr. Bon, aujourd'hui, on a fait une séance de boxe anglaise classique. On a travaillé donc les bases comme à chaque séance. Donc travail d'appui, de déplacement, de mobilité, donc la protection, la garde. Et on a vu notamment des intentions de contre-attaque et un travail de contre-attaque indirect sur le jab de l'adversaire. Donc ça a été le travail du groupe collectif, avec à la fin un petit round d'opposition uniquement en jab pour mettre en application ce qui a été vu pendant la séance. Pour les 2 amateurs qui vont combattre ce week-end, il y a eu un travail de leçon au pas d'ours dans leur style à eux. Voilà.
en essayant de leur faire travailler des choses qui seront à leur avantage. Donc tu fais surtout de la tactique à ce moment-là, c'est ça? Voilà, le jeudi, ça va être plutôt de la tactique, c'est un travail technique et technico-tactique. Et oui, tactique de manière générale, ça va dépendre. Là, la séance, en l'occurrence, a été basée sur la tactique, des intentions de contre-attaque, la préparation d'attaque, du coup, au passage aussi pour le boxeur A qui doit venir rechercher à toucher avec son bras avant. Et c'est la base, le jab, c'est la base. Et à la fin, tu les crèves, tu finis de les crever avec un peu de condition physique, c'est ça? Alors, à la fin, c'est du sac et c'est à eux de boxer, en fait. La boxe, ça crève, en fait. On ne ressort pas d'un combat sec. On est épuisé à la fin d'un combat parce qu'il faut tout donner pour éviter d'avoir des regrets. Pour se donner le maximum de chances de gagner, il faut donner son maximum. Donc oui, le travail sur le sac, il reste technique parce qu'on n'acceptera pas que les mouvements soient négligés. On n'acceptera pas que les distances ne soient pas respectées, que voilà, il y a un tas de détails c'est pas simplement frapper, c'est pas de la gymnastique, il y a vraiment une précision dans chacun des gestes, chacune des intentions, chacun des déplacements. Et oui, tout ça, faut le faire avec de l'intensité, parce qu'il n'y a pas plus intense qu'un combat, je pense. La fin du travail, c'est de réussir à mettre en application dans le travail de la séance, avec du volume et avec de l'intensité. Pour être prêt mentalement, il faut être prêt à souffrir. Il faut être prêt à se faire souffrir soi-même. Donc dans l'effort, on se fait souffrir et on est prêt à accepter la souffrance et ça passe par là. Si on n'est pas prêt à accepter la souffrance, ça ne sert à rien de chercher à monter sur un ring parce que sur le ring, c'est dur, on souffre. Je suis trop lent, attends trop tard. D'abord, pour l'enregistrement, présentez-vous en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Jacques Strocchio, né à Nice en 1955 au mois de juillet. Je fréquente le club depuis sa création en 1969. J'étais pratiquement le premier adhérent, sinon un des premiers. Club créé à l'initiative de mon père et du docteur Claude Lassus. La ville de Nice était restée 4 ans ou 5 ans sans club de boxe. Ville qui était longtemps tournée vers le sport pugilistique. Il y avait jusqu'à 5-6 clubs. Et au début des années 60, milieu des années 60, les salles ont fermé successivement pour arriver à ce qui n'est plus de boxe pendant au moins 4 ans. Les passionnés de boxe se dirigeaient vers Monaco. Et en 1969, le club est reparti. Avant de parler du parcours du club, de votre propre parcours d'enseignant, j'ai vu que votre propre père était boxeur, si j'ai bien compris. C'est exact, mon père avait découvert la boxe, peut-être pas par... c'était un hasard, il n'était pas du tout issu d'un milieu bagarreur, tout ça. C'était une époque où la boxe marchait très très bien à Nice, où la quasi-totalité des boxeurs de l'Union pugilistique niçoise habitaient le Vieux-Nice. On a délimité la résidence de ces garçons. Et mon père qui allait à l'école à Rothschild, par hasard, je pense qu'à l'issue d'un accrochage entre lycéens, il a enclenché la boxe et il a découvert la boxe. La salle était rue Geoffredo, dans ce qu'on appelait le Temple vaudois. Et la particularité de cette installation, c'est qu'il y avait la salle d'entraînement. C'était un petit théâtre et les boxeurs s'entraînaient à l'arrière du théâtre en semaine. Et il se produisait le samedi. Et de tout gamin, j'ai des images, des articles de journaux, des affiches. Un samedi sur deux, le temps des sports affiché complet. Une sélection de boxeurs niçois contre une équipe d'une ville de France. Il faut reconnaître qu'à l'époque, il y avait très peu de sports. Il y avait le football, le cyclisme. Et la boxe était très populaire. Moi, le judo n'était pas arrivé, les arts martiaux n'étaient pas encore arrivés. Et les jeunes pratiquaient la boxe. Il y a eu un engouement. Là, il vous faudrait des heures pour vous raconter. À la libération, à l'arrivée des Américains, les Américains sont arrivés avec des gants de boxe, des casques, des chewing-gums. Ils organisaient des spectacles de boxe.
les spectacles de boxe et récompenser les jeunes niçois qui combattaient par des chewing-gums, par des cartouches de cigarettes. Mon père me racontait des trucs pathétiques. Et il m'a raconté il y a des anecdotes incroyables. Il a débuté donc au Vélodrome Pasteur. Et comble de enlever de rideau. Et il a débuté contre son cousin, un cousin lointain, mais un cousin tout de même. Il manquait des combats ce jour-là. Ils ont dit, hey, toi tu vas boxer contre lui. Et ils ne se sont pas amusés à dire non, tatati. Ils ont boxé, ils se sont livrés au maximum. Donc c'est le premier combat. Ensuite, il s'est retrouvé opposé à des Américains beaucoup plus aguerris. Beaucoup plus aguerri que lui. Bon, c'est ce qui a formé cette bande de Niçois. Là, c'était donc à la Libération jusqu'à 48, 49. Tous ces boxeurs ont monté, ils ont gravi les échelons. Et malheureusement, sur toute cette bande, il n'y en a qu'un qui a été champion de France, Louis Toesca. Mais il y avait une pépinière, une multitude de jeunes boxeurs. Et votre père, il avait connaissance de la boxe outre-Atlantique? Il avait des journaux, des magazines? J'ai récupéré avec lui des miroirs sprint, des journaux en noir et blanc. Oui, il y avait peut-être pas tellement d'informations. Il y avait des photos, voilà. Moi, j'ai des Robinson, c'était après, mais enfin, des photos des grands champions avant la guerre. Bon, bien sûr qu'il y a le mythe Marcel Cerdan. Mon père était un fou de Marcel Cerdan, il a pleuré le jour de son décès, tout ça. Et la boxe aux États-Unis, c'était Cerdan, c'était Villemain, c'était Jean Bretonnel, un des plus grands managers de France, a mené ses boxeurs en tournée. Parce que maintenant c'est toujours pareil, les Américains sont friands de rencontrer des Européens pour rompre la monotonie de combat américano-américain. Et donc on a des souvenirs comme ça. J'ai souvenir le nom tardera à revenir. Et quand j'étais gamin, 14-15 ans, il y avait un bouquin qui classait les boxeurs avec leur palmarès et tout ça. Et les meilleurs, enfin certains étaient caricaturés. Et je dis à mon père, mais celui-là, je le connais, c'est un Français qui avait boxé aux États-Unis. Et ce monsieur avait fini sur Nice, il venait s'entraîner avec nous. Et malheureusement, il avait décliné. Mais il avait sa caricature dans je ne sais pas si c'était Ring Magazine ou un truc comme ça. L'annuaire du ring, peut-être? L'annuaire du ring, c'est le genre d'annuaire du ring, mais des années avant la guerre, après la guerre, enfin des années charnières. Là. C'était un monsieur qui venait de Clermont-Ferrand, le temps va me revenir. Voilà. Et moi j'ai feuilleté depuis toujours ces classements. Et vous-même, vous avez commencé comment alors? J'ai commencé, j'ai joué au football, au Cavigal, j'ai joué au RC Nice au rugby, comme beaucoup de gamins. Et mon père, il s'amusait à me faire taper dans les gants, dans la maison, dans le couloir. C'est pour ça que j'avais une boxe linéaire. J'avançais, je reculais, parce que j'ai appris à boxer dans un couloir. Je me déplaçais pas trop sur le côté. Et comme tous les gamins, on joue au foot. Et puis, une fois, il m'a mené. Je savais, je voyais mon père dès qu'il était à la montagne, à la campagne, il faisait du shadow, tout ça. J'étais un peu étonné. Mais et la boxe pour moi existait. Et puis, donc en fin 68, ce docteur Lassus qui venait d'Agen est passionné de boxe, il s'était installé dans la ville. Il a constaté qu'il n'y avait pas de boxe. Et il a cherché à connaître mon père qui avait arrêté quand même 6-7 ans avant, en 61. Son dernier combat, il avait fait en 61. Là aussi, j'ai des anecdotes incroyables à vous raconter. Je me rappelle quand il est parti sur la mer Baltique, il est parti à Kiel. Et il a fait ses 2 derniers combats là, en Allemagne. Et j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans. Ils sont partis 3-4 jours en train, tout ça. C'était vraiment l'aventure. Tout ça, il faut le dire, pour gagner 4 sous. Et le Français qui avait un bon petit palmarès intéressait les Allemands. Et moi, c'était un fétu de paille face à un géant allemand. Il y a eu une époque avant la guerre et un peu pendant où il y avait Max Schmeling qui était très fort en Allemagne. Et lui, c'était en poids lourd. Il a été longtemps le rival de Joe Louis. Et ensuite, après la guerre, j'ai l'impression que la boxe allemande, elle était un peu sur le déclin quand même. La boxe allemande a été sur le déclin. La boxe allemande ne marchait pas du tout.
Et c'est à la chute du mur de Berlin. L'Allemagne de l'Ouest a récupéré les Allemands de l'Est. Il y a beaucoup de Hongrois. Il y a tous les gens de l'Est qui veulent réussir. Moi, je leur conseille, même français, d'aller en Allemagne. Et en Allemagne, il y a eu le patron de Bild, du journal Bild, qui s'est mis dans la boxe pour... je ne sais pas s'il aimait ça. Il a trouvé un porteur. Et en Allemagne, ils remplissent des stades, des gymnases de 20, 30... Enfin, des stades. Munich, tout ça. Et ils ont monté des grands événements. Et ils ont eu depuis les années 90, des grands champions au niveau européen et mondial. Donc entre 45 et 89, la chute du mur de Berlin, et en gros il y a une période où c'était pas ouf et après à partir de 90 c'est reparti un peu. C'était pas ouf et aussi au niveau des amateurs, et les Allemands n'avaient pas beaucoup de médailles dans les tournois. Bon, en Europe c'était les Italiens, les Italiens, les Anglais. Et les Allemands n'avaient pas de médaille. Hein. Quand vous dites allemand, c'était RFA ou RDA? L'Allemagne de l'Ouest, la RFA n'avait pas de médaillés. Donc les médaillés étaient à RDA. Ouais. Et on a tendance, moi enfant, j'avais tendance à pas prendre ça pour l'Europe. Je veux dire, le mur de Berlin les éloignait de nous. Pour moi, l'Allemagne, c'est Munich, c'est la Bavière, voilà, même si l'Allemagne est réunifiée. Mais là, il y a eu depuis beaucoup de champions de l'Est ont passé les frontières et ils ont des promoteurs. Là, j'ai l'exemple d'un de mes boxeurs, Doudou Joubige, qui est actuellement responsable du club de l'Ariane, où il a beaucoup de résultats. C'était un mi-lourd et on a été sollicité plusieurs fois pour aller en Allemagne, mettre les gants avec Heinrich, avec des mi-lourds de haut niveau. Il était dédommagé quotidiennement, il était logé, nourri et bien traité. Il est allé plusieurs fois en Allemagne, mais c'était pas un sac, il ne servait pas de sac. Ouais. Il un sparring partner dans le bon sens du terme. Et sans comparer un centre de formation, il m'a raconté qu'ils étaient logés dans des gymnases avec la machine à laver, avec la cuisine, tout ça, et ils étaient choyés, ouais. Et ici en France, il n'y a rien, hein. Chacun se débrouille de ses propres moyens. L'économie de la boxe, c'est difficile en France. C'est difficile, oui, c'est indiscutablement c'est difficile, mais il n'y a aucune structure. Il n'y a aucune structure. Bon, les seuls qui avaient eu les moyens, c'est les frères Acariès, et ils n'ont pas construit, ils n'ont pas lancé de base. Et pour en revenir au club, donc en 69, vous participez à la fondation du club ou comment ça se passe? En 69, j'avais 14 ans et j'étais un des premiers adhérents. Par contre, je me rappellerai toujours que le jour où FR3 le club a ouvert, j'étais pas présent. Moi, j'étais à Valberg, j'avais vu ça à la télé. Et oui, j'étais un des premiers. On était dans le Vieux-Nice. Le jour de l'ouverture du club, il y a France 3 qui a fait un petit reportage. Oui, il y a France 3 qui était venu, et ça tombait pendant les vacances de Pâques. Je n'étais pas là, mais c'est pas grave. Comme ça, j'étais content de voir ça à la télé. Et donc, le club était à la Semeuse, dans le haut du Vieux-Nice, et on partageait la salle de lutte et la salle d'haltérophilie. Et donc c'est Sébastien Jaume qui était à l'époque, qui était déjà à la tête du club de lutte, qui avait accepté qu'on ait trois créneaux hebdomadaires. On s'entraînait là, en haut de la rue Rossetti. Sébastien Guillaume, c'est le père de Jean-Marc. Oui, qui est maintenant adjoint à la culture, qui était adjoint au sport. Et donc ces derniers temps, quand Monsieur Jean-Marc était adjoint au sport, il n'arrêtait pas de répéter qu'entre le club de lutte et le PCN, il y avait une longue histoire. Ça, c'était en 69-70. Donc, et les premières réunions de boxe qui ont été organisées, donc en 70. 2 galas de boxe ont été organisés au casino municipal, qui est maintenant la Coulée Verte. Ouais. Donc c'était les dernières années du casino municipal. Une salle à plat, le ring au milieu, et donc il y avait pas mal de monde. Ça a été le premier gala organisé à nouveau depuis
le dernier qui avait eu lieu au Palais des Expositions. Donc, je vous ai dit que la boxe Nice n'avait plus de club, mais en 1966 ou 64, des organisateurs avaient fait venir Sugar Robinson, enfin, le vrai Robinson, Sugar Ray Robinson, au Palais des Expositions. Et il n'y avait plus de gala après. C'était un gala organisé par des pros de la boxe qui avaient, à l'affiche, il y avait des locaux, des Toulonnais, mais l'affiche, c'était Robinson et il n'y avait plus de boxe. Donc on est reparti en avril 70, puis en juin 70. Et comme à l'époque, on était vraiment centré dans Nice, dans le cœur de Nice. Suite à, pour être un peu mieux logé, la mairie nous a mis à côté du théâtre Francis Gag, à l'îlot des Serruriers, où étaient aménagées 2 salles. On démontait le ring, on détendait les cordes tous les soirs. Et quand en 73, l'Hérite a été créé, donc on a obtenu un local dans lequel nous sommes en 73. Et donc le premier gala de boxe ici a eu lieu le 14 décembre 1974. Et il y a le jour où nous étions vus pour le judo, le club qui est parallèle au nôtre, pour le CRAM, j'ai réalisé que ça faisait 50 ans que, quelques jours après, que le gala avait eu lieu. Et bon, je suis toujours en contact avec la plupart des combattants qui avaient ce jour-là, Jean-Jacques Benchetrit, Jacques Proglio, Jacques Fornari. Et donc ils n'ont jamais quitté Nice. Et 50 ans après, la salle Hérite est toujours là. Et donc ça fait 50 ans que, un petit peu comme le CRAM en fait, que vous utilisez les locaux de la salle Hérite. Exactement comme le CRAM, nous sommes arrivés. Moi j'ai des souvenirs personnels en mars 73, mais on était là depuis quelques semaines, quelques mois, avec Marie-Thérèse Robecki, donc on en a parlé souvent, et c'était en mars, premier trimestre 73. Donc à cette époque, il n'existait qu'un seul club, celui-ci. Il n'existait qu'un seul club pendant plusieurs années. Le PCN a été le seul. Puis s'est créé le Boxing Club Saint-Augustin au Moulin. Et donc ça faisait un parallèle Est-Ouest, ça tournait bien. Quand ce club organisé, il nous faisait boxer. Les 2 seules fois où j'ai boxé à Nice, non, j'ai boxé à plusieurs endroits à Nice, mais j'ai boxé 2 fois à Magnan, au gymnase Magnan, qui je crois s'appelle Tony Bessie maintenant. Et c'était super, il y avait une super ambiance. Je crois qu'il y avait Khalifa Bagoro qui avait boxé avec moi, à la même affiche. Il y avait 5-6 boxeurs du Boxing Club Saint-Augustin et 2 ou 3 du PCN. Et il y avait un monde, il y avait moins de monde qu'à l'Hérite, mais c'était une autre clientèle. Les gens étaient habitués à venir à l'Hérite, mais en boxant à Magnan, organisé par le Boxing Club Saint-Augustin, ça avait amené une autre clientèle. Et Khalifa, vous l'avez mentionné, il était adhérent ici même au pugilisme. Khalifa, je l'ai mentionné parce que il m'a marqué. Et bon, ça, je lui dirai en face. Je le dirai en face. Il le sait. Quand je mettais les gants avec lui, je m'en sortais très bien parce que j'étais plus fort techniquement. Mais un jour, il m'a attrapé et il m'a crucifié. Là, je m'en rappellerai toujours. Et par rapport j'ai eu d'autres knockdowns, jamais out des knockdowns, mais sur le ring en compétition, mais celui infligé par Khalifa ici même, je m'en souviens toujours. D'accord. Et donc il était adhérent au pugilisme niçois ? Khalifa est arrivé d'Afrique, du Burkina Faso. Je sais pas, je ne me rappelle plus comment il avait atterri sur Nice. Je sais qu'il travaillait dans un restaurant au début. Et il est arrivé ici, il a commencé en amateur. Il était baptisé la Tornade Noire. Et il infligeait beaucoup de chaos. Et en quelle année il a il a été entraîneur à Nice Azure Box, vous savez? C'est dans les années 80, 83 ou 84. Donc à partir des années 80, il y avait en fait 3 clubs à Nice. Il y avait celui à Nice-Ouest, à Saint-Augustin. Il y avait le vôtre et Nice Azure Box. Le Nice Azure Box aussi a été créé par des dissidents. Khalifa était avec nous, puis après on a eu un changement
changement de dirigeant. Khalifa était allé à Monaco, il avait boxé en professionnel sur Monaco. Et au lieu de s'aiguiller vers nous, il est allé au Nice Azure Box. Mais on s'entend toujours très bien et on se voit avec plaisir. Et vous-même, pour en revenir à votre parcours, à partir de quand vous êtes passé à l'enseignement? Vous vous êtes dit, tiens, ce serait bien d'enseigner? J'ai commencé, enseignement, ça m'a toujours plu d'encadrer, même quand j'ai passé mon diplôme très jeune, de prévôt fédéral que je boxais. J'avais ouvert tout en boxant, j'avais ouvert une section, une école de boxe au Nice Université Club à Valrose, tout en boxant. Il y avait du karaté à cette époque-là? Oui, il y avait du karaté. Je ne me rappelle plus qui était le prof, mais il y avait du karaté. Je ne me rappelle plus, mais il y avait l'activité. C'était un beau gymnase. Donc j'avais commencé comme ça. Puis il y a eu des problèmes dans le club. Disons que les dirigeants en place n'arrivaient plus à gérer on était devenus on avait atteint un niveau professionnel sans l'être. Et ça a créé c'est un peu comme les clubs de foot qui jouent en national, qui ont les obligations mais qui n'ont pas les subventions. Et pour tout dire, en 82, le club a explosé, ça tiraillait entre plusieurs boxeurs professionnels et tout ça. Donc l'équipe dirigeante a laissé tomber et j'ai disputé un combat. Bon combat, j'ai été finaliste champion de France en 1981 et en 82 j'ai été classé numéro 1, tête de série, et après avoir passé les 8e, je suis battu en quart de finale. Et donc les dirigeants de l'époque, je suis battu par... disons que l'année d'avant, en 81, j'ai battu le garçon qui est venu champion de France en 82. Et ce que j'aurais voulu, c'est qu'on me dise, tiens, on te fait venir à Nice le champion, et on ne me l'a pas proposé. Et le club, après, ça tiraillait, donc les dirigeants sont partis, et c'est là que j'ai tiré le rideau, que je suis passé de l'autre côté Et votre père, dans tout ça, il vous a poussé à entraîner? Paradoxalement, il a tout fait pour m'empêcher de boxer. Ah ouais? Il a tout fait pour m'apprendre à bien boxer, mais il ne voulait pas que je boxe. Il avait lui-même peut-être mal vécu parce que je sais que les entraînements sont traumatisants, surtout à cette époque-là. Les combats sont durs. Peut-être qu'il n'avait pas envie de la même chose pour son fils? C'est évident qu'il connaissait les risques du métier et il a toujours tout fait. Il m'apprenait à boxer pour que je boxe le mieux possible, mais il ne voulait pas, il m'a découragé. Je ne dis pas qu'il m'humiliait, mais enfin, il ne faisait rien pour me... Il était donc plutôt partisan d'une pratique de loisir? Pour son fils, oui. Ouais. Et lui-même avec beaucoup boxé? Lui, il a beaucoup boxé. Il a fait une quarantaine de combats pro. Et notamment, il a disputé un combat à Nice, place Arsan, en 12 rounds. 12 rounds pour devenir champion de Provence. Ça paraît colossal. En quelle année c'était? Je sais pas. Celui-là, je pense en 54. Parce que j'ai un article de journal. Il avait rencontré 5 fois, entre amateur et pro, il a rencontré 5 fois le monégasque de Beau-Soleil, Alex Cérémonia, et c'était les frères ennemis de la côte. J'ai sous les yeux un article, leur photo, en disant c'était en 1951, donc le premier combat. Donc ce fameux combat, il a dû aller voir en 54 ou 55, place Arsan, et il y avait, d'après les statistiques, 1200 spectateurs. Et à l'époque, c'était énorme. Hein. Ouais, à l'époque, la boxe attirait beaucoup de monde aussi. Maintenant, à part les gros combats, c'est devenu difficile. C'était un combat entre un monégasque et un niçois en 12 rounds. Ouais. On me dit qu'il y avait des gens dans les arbres pour regarder Place Arsan, l'ancienne Place Arsan. Ouais, c'est possible. C'était l'événement. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait peu de distractions. Au niveau sportif, il y avait le vélo et le football et la boxe. Donc les gens sont reportés sur ça. En 1952, au casino municipal, il y a eu un gala de judo. Et pareil, ils ont attiré, c'était maître Robert Bogaert
Et il avait attiré, pareil, 1200... En 52? En 52, ouais. Il avait fait venir des maîtres japonais et pareil, il avait attiré... En plus, les places étaient payantes. Et il avait attiré 1200 et quelques personnes. Mais oui, j'aurais pas cru que le judo soit arrivé j'aurais cru plutôt au début des années 60, fin 50. Non, à Nice, le judo, Bogaert, il a créé son club en 47. Et avant ça, il existait 2 clubs, mais qui n'ont pas duré, qui ont duré que 1 an ou 2. Un club qui s'appelait le Judo Club du Lido, qui était dirigé par Henri Birnbaum, un militaire du Fort Carré. Ouais. Et un autre club qui était dirigé par Bernard Midan, qui était à mi-chemin. Il y avait le club de la police aussi, rue Galéan, les flics centrés. Rue Galéan, j'ai commencé la boxe là-bas. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé, j'avais oublié parce que j'avais 6, 7 ans, 8 ans. Et donc c'était le jeudi à l'époque. Et il y avait un grand tatami, je me rappelle toujours. Ça sentait la sueur à l'époque. Et c'était qui enseignait du coup? Des policiers? C'était des policiers. Et donc comme mon père était, on va dire connu ou quoi, il allait faire de la culture physique le matin, enfin tout ça, en semaine. Et le mercredi, le jeudi, pardon, les moniteurs de la police accueillaient les enfants. Bon, certains par connaissance, puisque je n'ai jamais été dans la police. Et il y avait Gaston Meyer, professeur de boxe française, Savate, qui était là, Monsieur Caramello, et on avait des gars en crin. Et voilà, je m'en rappellerai toujours. Je dois avoir 6-7 ans, mais j'allais un hiver, voilà. J'ai jamais eu de gants en crin, mais j'en ai beaucoup lu et ça entendu parler. Oui, c'est si terrible que ça. Non, parce que je rigole, parce que maintenant avec les gants, dès que quelqu'un nous voit avec une paire de gants, il demande si ça fait mal. Ben, c'est selon qui c'est qui est en face. Mais un vrai boxeur avec des gants en crin, parce que vous arrivez même à avoir des contacts on sent avec les phalanges pratiquement. Ouais. Après, bon, la combine, c'était de faire bouger le crin. Malheureusement, la boxe, il n'y a pas il n'y a pas toujours des bonnes images, mais le crin. On se retrouvait à boxer pratiquement à main nue en fait. Oui, le point arrivait en contact. Et en dessous du gant, il y avait déjà des bandes ou... Il y avait des bandes. Par contre, même à mon époque, qui remonte déjà à une quarantaine d'années, il y avait des poids mouches de 48 kg à plus de 90, 95. Il n'y avait qu'une seule unité il n'y avait que des 8 onces. Ouais. Et nous boxions avec des 8 onces, tous. Et sans casque, et des 8 onces. Et depuis quelque temps, il y a plus personne ne boxe en 8 en amateur, ils boxent en 10 et en 12 au-dessus de 67 kg. Ouais, je vois bien le massacre que ça peut être. Ouais. Le massacre, moi j'ai vu des gens avec des mains déformées, dont mon père qui avait une fracture qui n'avait jamais été... Le 3e métacarpien? Non, sur le dessus de la main, là, il y avait une bosse. Ouais. Et après, je me rappelle avoir vu des gens, ici même, monsieur Augier, qui avait rencontré, vous êtes un spécialiste de boxe, et si vous ne l'êtes pas, vous allez vite pianoter, Al Brown, qui avait tiré un monsieur de Saint-Tropez. Il m'a toujours dit qu'il avait fait son premier combat à 14 ans, en 10 rounds, contre un pompier. Ce monsieur était adorable, c'était pas un aigri comme sont souvent d'anciens boxeurs. Le monsieur, il communiquait, et il m'a raconté qu'il avait boxé à Saint-Tropez contre un pompier. Et avec 14 ans, 10 rounds. Vous parlez du nombre de rounds. Je crois que au début des années 2000, c'était encore en professionnel à haut niveau, c'était encore en 15 rounds. Maintenant, ils sont passés à 12 maximum. Pour ce qui est de mon enfance, mon adolescence, c'était du 15 rounds. Hein. Ouais. C'était du 15 rounds. Et pour les amateurs, c'était moins? Les amateurs, ça a toujours été 33. Okay. Par contre, il y a eu des options médiatiques, commerciales. On a été autorisé en amateur à boxer en 6 rounds de 2. J'ai fait des 6 rounds de 2. Donc ça fait, pour le public, ça lui donne la durée, 6 rounds. Ouais. Et le public, ça ne perçoit pas qu'il n'y a que 2 minutes. Ouais. Et c'est plus facile au niveau du rythme, c'est plus facile à faire un 6 de 2. Parce que le plus dangereux dans la boxe, c'est les 30 dernières secondes. Les 30 dernières secondes et les derniers rounds. Donc si la WBC et autres a réduit à 12 rounds, c'est parce que les accidents se produisaient avec la fatigue. Il y a aussi le fait qu'il y a eu une époque à la fin des années 90, début 2000, quand ils sont passés de 15 à 12,
où les gens se lassaient beaucoup de la boxe et en fait ils regardaient plus des combats d'1 heure. Parce que 15 rounds, il faut expliquer que ça fait 1 heure à la fin. Oui, donc la différence, elle peut être faite avant les 15 rounds, effectivement. Ouais. Mais pour revenir au combat combat limite, puis des 20 rounds, déjà 15 rounds, c'était... Mais on avait l'impression que le gars qui gagnait en 15 rounds, c'était un dur de dur. Et votre père, il a combattu au finish sans durée de round? Ah non, il a commencé pendant la guerre, en 44, les combats pro, il les a fait au début des années 50. Non, le plus qu'il a fait, mais il a fait plusieurs 10 rounds et un 12 rounds. Ce qui est déjà, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est déjà très difficile au niveau cardio. Ouais. Et au niveau technique, vous avez vu une évolution de la technique de la boxe toutes ces années que vous avez pratiquées depuis 60 jusqu'à nos jours? Ben, on fait que dire, avant, il y avait là des champions, mais il y a de très bons techniciens. Il y a peut-être plus la continuité, l'engagement. Il y a des très bons boxeurs, mais il faut reconnaître que, aussi bien au niveau amateur, dans la région actuellement, pour trouver un gars qui a 25-30 combats, c'est très rare. Au bout de 7-8 combats, 10 combats, ils arrêtent. Et en pro, les gens qui ont 40-50 combats pro, c'est devenu rare. Hein. Il y a soit ceux qui ont une carrière protégée, puisque ça existe, qui accumulent des victoires faciles, soit les losers qui accumulent les défaites pour gagner leur vie. Mais il y a très peu de boxeurs puis ils vont boxer 3-4 fois par an. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que la période de préparation des combats s'est beaucoup allongée avec la boxe professionnelle. Je me rappelle l'époque de Jack Dempsey, le pauvre gars, il boxait une fois par mois pratiquement, alors que maintenant c'est imaginable. Mais je vais vous dire un truc, d'après ce que j'ai compris, il s'entraînait pas. Il s'entraînait pas, il n'y avait pas la préparation. Il n'y avait pas la préparation comme maintenant. Ouais. Quand vous voyez Marcel Cerdan qui va au footing avec des chaussures des pattes au gaz et ainsi de suite, la préparation, Carpentier, puisque c'est de cette époque, d'après ce que je lisais, ils enchaînaient les combats, et c'était les combats qui les préparaient. Et ils ne gagnaient pas aussi, il faut être honnête, maintenant ils peuvent se permettre d'allonger les durées parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent avec les combats qu'à l'époque. À l'époque, le boxeur, c'était pratiquement son argent de poche, le combat. Gagner de l'argent, il n'y a que les très très grands. Ouais. C'est sûr que quand on voit que Mayweather, c'est le money man, je ne sais pas comment on l'appelle. Bon, après, il est à sa monnaie aussi. Hein. Oui, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, mais par rapport aux footballeurs... c'est incomparable. C'est incomparable. En boxe anglaise, dans la région ou en France en général, c'est très difficile d'être vraiment professionnel, de faire que ça? Je peux chercher, c'est impossible. Hein. C'est impossible. Il y a peu de réunions, il y a peu de... Donc en fait, moi je connais peu l'économie de la boxe anglaise. Même en étant vraiment très bon, en étant champion de France, il faut avoir un métier à côté en fait. Il faut avoir un métier à côté. Bon, maintenant, actuellement, vous êtes au courant du combat de rapateur du siècle, Mbili avec Enjo. Là, à part eux, à part Sissoko, à part très peu bon, Yoka, on nous a invité d'en parler. Ouais. On nous a invité d'en parler. Mais bon, le meilleur boxeur qui est actuellement, pour moi, c'est Mbili. Hein. C'est un plaisir de le voir boxer. voir boxer. Après, puisque c'est d'actualité, vous avez dû voir le succès de Bruno Suras, un garçon que j'ai jamais vu boxer. Je l'ai certainement côtoyé dans les galas, tout ça. Mais il a fait... au début, je pensais à un Lucky Punch, mais non. Quand j'ai revu les images des dizaines de fois, du sang-froid, il a bloqué, il a remisé, il a fait... Puis il a eu un cran, ce garçon, il a eu un cran incroyable dans les là-bas. Alors pour les néophytes, un Lucky Punch, c'est un coup qu'on envoie un peu au hasard et qui finit par toucher et ça peut mettre KO. C'est le Rocky, ouais. Ça arrive une fois de temps en temps. Oui, mais quand je savais qu'il allait boxer là-bas. Moi, le premier, j'ai dit, il va se faire tuer. Puis après, le matin, parce que ça fait bien longtemps que je ne reviens plus pour regarder des combats de boxe. Quand j'ai appris ça, puis j'ai vu le geste. Il a un sang-froid incroyable. Hein. Puis il a l'air sain, il a l'air gentil, ce garçon. Il se prend pas au sérieux. En parlant justement de l'évolution des combats et de la boxe, est-ce que vous avez vu aussi une évolution de l'entraînement tout au long de ces années? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement?
Ben, ça a changé que le boxeur est devenu un sportif complet. Bon, l'entraînement avant c'était souvent, on va dire, empirique. On se contentait de footing, un peu de musculation. Maintenant, pour arriver au haut niveau, il faut absolument tout un suivi médical, toute une préparation. Un nutritionniste, on est passé... C'est une méthode plus scientifique. C'est une méthode plus scientifique, les méthodes... c'est l'évolution au niveau de la nourriture, tout ça. Le boxeur est seul. Enfin, il était seul. Il n'y avait pas un encadrement comme dans le sport collectif. La plupart du temps, l'entraîneur se fait vivre un club, quel que soit le... Là, on est étonné de voir qu'il y a des petites villes en France où la boxe marche, mais ça repose sur un homme. Le jour où cet homme-là décède ou s'en va ou quoi, la boxe ne marche plus dans cette ville. Hein. Donc l'encadrement a beaucoup évolué, et au niveau technique, est-ce qu'il y a... J'ai l'impression, bon, moi je suis néophyte en boxe anglaise, j'ai un tout petit peu pratiqué, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une époque où il y avait vraiment une prédominance de l'attaque sur la défense, et maintenant ça s'est complètement inversé. Je pense que pratiquement toute la technique maintenant c'est de la défense. Est-ce que je me trompe? Mais moi je suis plutôt un adepte de la défense. Ouais. De la défense essentielle. Il y a eu une époque où les mecs se rendaient coup pour coup et cherchaient pas trop à esquiver, bloquer, etc. Ben ça c'était à l'époque, on va dire, c'est comme il y a le hurrah rugby, puis il y a la boxe, c'était... Les gens aiment le vaillant, le combattant, l'agressif. Bon, au détriment de la santé, parce que les coups, ça fait vraiment pas du bien. Ça, ouais. Donc c'est ça, on en revient aux relations père-fils, famille, épouse, tout ça. À pousser un proche au combat, c'est pas évident. Parce que... Et donc la défense, c'est beaucoup... J'ai l'impression que la défense a été le truc qui s'est le plus modernisé ces 20-30 dernières années. Maintenant, quand je regarde plus la boxe, pour être honnête, à la télévision, ça m'a saoulé. Parce que les combats... de temps en temps, ils lancent des coups, de temps en temps, ils lancent des combinaisons. À moins de regarder vraiment le très très haut niveau, j'ai l'impression de regarder des mecs faire de la défense pendant 1 heure, quoi. Beaucoup d'observations. Ouais. Ben, il n'y a plus aussi, il faut dire, les gens sont conscients tout le monde s'est embourgeoisé. Même, on va dire, celui qui n'a pas beaucoup de travail, pas beaucoup d'argent, il a quand même une vie beaucoup plus confortable que ne l'avait avant. Donc, pour faire de la boxe, il faut vraiment en avoir envie. Sacrifier, comme je dis, prendre des coups, ça fait pas du bien. Donc ils se tournent peut-être vers d'autres sports, même autres sports de combat qui sont peut-être moins dangereux, même si tous les sports sont dangereux. Il y a une boxe d'observation, oui, il y a moins d'engagement, ça c'est certain. Hein. Ça se ressent aussi dans les clubs, quand on entraîne? Ça se ressent dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui veulent boxer, qui se disent boxeurs. Boxeur, ça se fait au fil des séances d'entraînement. Celui qui arrive, qui dit je veux boxer, ou qui croit que boxer c'est facile, il se trompe. Et nous bon, rapidement on voit celui qui a des dispositions, mais c'est à nous de dire tu vas boxer. C'est pas à lui de dire. C'est vrai que c'est le rôle de l'entraîneur. C'est le rôle de l'entraîneur et puis l'entraîneur voit de suite s'il peut boxer ou s'il peut pas boxer. Vous avez plus de jeunes ou plus d'adultes au club? Je vais vous dire, on a de tout. Vous avez on a beaucoup de filles. Une centaine d'adhérents, c'est ça? Oui, on a une centaine. Actuellement, je crois que c'est 103. D'ailleurs, on a une jeune fille qui va passer professionnelle, Aurélie Trélin, ça fait 7-8 ans qu'elle pratique. Et on a beaucoup de filles. On a des jeunes filles, des petites filles. Bon. Moi, j'ai commencé en boxe éducative à 14 ans. J'estime que c'est l'âge de 13-14 ans, c'est bon. Et quand vous voyez des parents qui viennent pleurnicher pour prendre leur enfant à 4 ans, j'estime qu'à 4 ans... c'est devenu aussi de la garderie, je sais. C'est souvent la garderie. Bon, là, je peux vous le dire haut et fort. On a affaire à beaucoup de parents qui se débarrassent des gamins, qui nous les amènent. Je l'ai vu en karaté et dans les arts martiaux. Que ce soit du karaté, de la boxe anglaise, du taekwondo, du judo, les parents ils s'en foutent tant qu'il est gardé de 4 heures à 5 heures. Bah,
Tout à fait. Donc nous, on brasse beaucoup puisque la salle est, sur Nice, elle est médiatiquement elle est connue, on brasse beaucoup de gens. Ils vous demandent pas ce qu'on va leur faire. Ils vous demandent si on prend le passeport. Et oui, non, mais voilà, ils vous demandent pas. Moi, je me rappelle quand mon père m'avait au football au Cavigal, il regardait, cherchait à savoir ce que on avait choisi entre le Cavigal et l'OGC. Enfin, on regrettait d'être allé au Cavigal parce que l'OGC Nice était beaucoup plus technique à l'époque. Bon, moi, c'était engagé au Cavigal. Et au Cavigal, on jouait au ballon. Bon, à l'époque, hein, ça a dû changer, mais ils nous donnaient un ballon, on jouait. Et là, les gens, vous prenez le passeport, bon, d'accord, bon. Bon, je reviens le chercher après, hein, mais ils n'ont pas culture physique. Puis aussi, on est dans une époque avec Internet où les gens pensent savoir ce qu'est la boxe, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 70-80. Les gens, ils n'avaient pas Internet, ils avaient un peu les journaux, et la plupart des gens n'avaient jamais vu un combat de boxe, en fait. Mais ce que vous dites est exact, parce qu'au niveau des adolescents, des adultes, j'ai affaire à des gens qui en savent plus que moi. Et oui, parce qu'à force de... En vrai, je comprenais pas, parce que je suis pas trop branché là-dessus, mais ils savent beaucoup de choses. Ah oui, des fois aussi, des gars qui s'inscrivent, tu as déjà fait de la boxe? Oui, mais où ça? Ah oui, mais avec des amis, voilà, donc voilà. Oui, bon, c'est un petit Ils ont enfilé des gants, voilà, ils ont enfilé des gants. C'est un petit peu le même problème dans tous les sports de combat et les arts martiaux. Ils ont vu une série télé, un manga ou un truc sur... ils pensent savoir ce que c'est que le truc, sans même avoir pratiqué véritablement. Bon, ça, c'est un défaut inhérent à la jeunesse, je pense. C'est de notre époque. Moi, je sais qu'il y a eu une époque, dans les années début 2000 à peu près, peut-être un peu plus 2005-2010, où il y a eu beaucoup de gens qui sont inscrits dans les clubs de boxe, pas que en France, mais en Occident en général, parce qu'ils ont vu un animé japonais qui s'appelait Hajime no Ippo, qui est un manga sur la boxe, qui présente pas mal la boxe, qui est intéressant, mais ils avaient une fausse... c'est un petit peu comme les gens qui lisent un livre de karaté et qui pensent qu'ils vont faire du karaté comme les ceintures noires. Enfin, il faut 15 ans de pratique pour avoir un niveau à peu près correct, quoi. Et pour la boxe, c'est pire parce que, encore dans les arts martiaux japonais, comme le karaté, il n'y a pas trop de contact. En boxe, le contact, faut savoir résister au coup quand même, donc c'est pas... Ça s'apprend pas dans les livres, quoi, pour être honnête. Non, c'est ce que je dis toujours, la boxe, ça s'apprend pas dans les livres. Et vous avez vu donc une masse de plus jeunes arriver ces derniers temps ou de plus d'adultes. Comment ça a évolué ces dernières années? Ces dernières années, ça se féminise et ça infantilise. Mais je pense plutôt que c'est les parents qui poussent. Parce que le gamin qui a 4 ans ou 5 ans qui veut faire de la boxe, il faut expliquer aux parents qu'on ne peut pas concentrer l'attention pendant une demi-heure, c'est pas possible. Alors, des fois, il y a des gens qui viennent, puisqu'on a la salle de judo à côté, tout ça, les parents qui regardent, tout ça, les petits, ils veulent regarder. Ah, mon fils, si tu veux, si vous voulez, on le prend. Quand on leur dit ça, on le prend un quart d'heure. Peut-être c'est parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Un quart d'heure, ça les convient pas. Ça leur convient pas. Mais moi, personnellement, ça me fait plaisir si un petit de 4-5 ans, il vient, on l'inscrit pas, mais on lui montre. Et voilà, juste 5-10 minutes. Mais pas un enfant, il peut pas subir une préparation physique, un échauffement, il peut pas. Non. Donc là, pour céder à la tentation et céder à la demande, on les prend à l'âge de 6 ans. Mais 1 heure par semaine, 50 minutes, 1 heure. Et il doit y avoir 40% de filles. Mais c'est vraiment ludique, c'est vraiment... Il n'y a pas de contact. Voilà. Là, c'est une pratique qui demande aussi à l'entraîneur de beaucoup s'adapter. Parce que ce n'est pas du tout le même enseignement. S'adapter selon la catégorie d'âge, s'adapter selon le niveau déjà atteint, parce que bon, on peut pas avoir, on a une population qui travaille, qui va à la fac, qui va à l'école, donc on n'a pas, les gens ne sont pas toujours disponibles. Bon, il y en a qui sont pas sérieux, qui viennent pas de par leur manque d'envie, mais il y en a qui arrivent en retard du travail, tout ça. Donc pour faire un travail de groupe, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Bon, ce soir, donc, je vais m'occuper uniquement des compétiteurs, mais il y a quelques loisirs du moment qu'il n'y a pas de contact entre eux, qui vont suivre le même rythme, qui vont suivre. Puis on va pas être aussi exigeant avec quelqu'un qui pratique en loisir sans objectif
on ne va pas être aussi exigeant au niveau de l'intensité. Du moment qu'il reste concentré, qu'il suit le rythme des 3 minutes, il n'y a aucun problème. Et c'est ça qui... j'ai eu l'occasion, j'ai des photos, je me suis entraîné avec Émile Griffith. J'ai fait du shadow avec Émile Griffith qui a fait, je crois, 21 championnats du monde à Monaco. Et dans l'ancien stade du Stade Louis II. Mais ces gens-là, ils sont adorables. Ici, on a eu Fabrice Sozo. Plusieurs fois. Il s'entraînait ici, il faisait du shadow avec, avec les autres. Je ne dis pas que les footballeurs sont beaucoup plus distants et tout ça. Et enfin, Fabrice était quand même sur la route du championnat d'Europe. Il s'entraînait ici, il parlait à tout le monde, tout ça. Il y a un esprit de partage qui s'est développé aussi peut-être. Mais non, il a toujours... ça fait longtemps qu'il y a cet esprit de partage. Par contre, lorsque Griffith a tiré Monzon, j'ai boxé en préliminaire ce jour-là, en 73, Griffith Monzon, le 2 juin 1973. Et Monzon, on ne pouvait pas l'approcher. On restait assis, on regardait. La salle de Monaco était très petite d'entraînement, à l'ancien Louis II. Et on avait droit, on était 5-6 à s'asseoir, à regarder. Il n'était pas question qu'on l'approche. Mais Émile Griffith, on a fait du shadow à côté de lui, mec champion du monde. Il avait un niveau technique très élevé, vous avez trouvé? Ouais. Ah ouais. Mais là, ici même, j'ai mis les gants avec Benny Briscoe, là, ici. Je tapais dessus comme je tapais sur un mur. Benny Briscoe qui a rencontré, tu les as tous rencontrés, Griffith. Ils vous ont semblé spécial, particulier pour leur technique, pour leur cardio, pour leur déplacement? Spécial, c'était des montagnes. Ils avaient une condition physique exceptionnelle? Lui, on l'appelait le robot de Philadelphie, mais c'était un diesel. Alors, on était 3 Niçois. Il a boxé un lundi soir, ici à l'Érite, et on avait rempli la salle. Et plusieurs jours avant, on a fait le jeudi. On était 3 à faire un round et revenir après. Donc il en a fait 6 avec nous. Mais moi j'étais conscient qu'il nous brisait en deux. Hein. Par contre, ces gens-là savent travailler. Ils savent, parce que quand sparring, c'est travailler. Même moi, je n'ai pas la prétention d'avoir fait travailler Benny Briscoe, mais je lui ai rendu service parce qu'il avait un sac mouvant. Contrairement à certains jeunes maintenant qui pensent qu'à se battre, à frapper, il faut se servir on apprend toujours. On met les gants avec un plus faible, mais on apprend. Ça, je pense que ça a toujours été le cas, les sparring partners. Il y a eu 2 types de champions. Il y a ceux qui brisaient des gens à tour de bras et qui les évacuaient et qui en prenaient d'autres. Et il y a ceux qui travaillaient intelligemment avec leur sparring partner, mais c'est plus rare, la deuxième catégorie. Là, un exemple, c'était un très charmant garçon, Gracien Tonat, qui a rencontré Valdez et Monzon. Et il a détruit tous ses partenaires d'entraînement. À l'époque, ils avaient fait venir un Bordelais qui était champion de France amateur, Gomez. Il a eu le malheur de venir avec Tonat, et tous les soirs. Parce qu'on prend plus de coups à l'entraînement qu'un combat. Oui, c'est sûr. Et je pense qu'il y a eu une époque aussi, ça se fait plus trop, mais parce que maintenant les gens en général, ils sont quand même intelligents, et puis les sparring partners, ça court plus les rues, donc ils essayent de les utiliser intelligemment. Mais je pense qu'il y a eu une époque où les gens utilisaient les sparring partners comme des sacs. Un peu comme des sacs, mais pour entraîner l'endurance de force. Parce qu'avant, il n'y avait pas de moyen d'entraîner l'endurance de force, ou très peu. Donc ils s'entraînaient à frapper le plus fort possible, le plus longtemps possible sur un mec qui bouge. Oui, et maintenant, ça se fait plus trop quand même. Maintenant, on cherche des gens qui ont la morphologie du futur adversaire. Si c'est un gaucher, si c'est ci, c'est là, un grand, un petit. Mais non, c'est tout à fait ça. L'être humain. Par contre, on en arrive à c'est moi qui aborde le sujet. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on ait supprimé le compte debout. Je trouve que le compte debout protège le boxeur. Oui. Ça peut sauver ça peut renverser un combat. Alors, on dit aux boxeurs, oui, mais mets le genou à terre. Mais vous en connaissez beaucoup de boxeurs qui mettent le genou à terre. Et puis quand on est atteint,
on n'a pas la conscience de ce le qu'il faut boxeur faire est à fier- ce On n'a moment-là. pas la conscience et le boxeur est fier de ne pas plier. Donc, mettez un genou à terre et on récupère. Un compte debout, D'ailleurs, il me semble que c'est interdit de mettre volontairement le genou à terre dans les règlements de la boxe. Je pense qu'il est interdit. Je suis pas sûr que ce soit pareil dans la. oui, c'est fort possible. Et Oui, du mais coup, enfin. mais c'est vrai que c'était intelligent ce compte debout parce que ça protégeait vraiment les boxeurs. Il y en avait qui étaient KO debout. Hein. Oui, mais KO debout, mais les 10 secondes du compte, elles vous permettent de récupérer. Si après vous trichez un petit peu, vous en gagnez 7-8, on arrive à 15. Hein. Et à l'époque où on veut humaniser le sport, moi, je ne comprends pas. Au début, c'était l'IBF. Il y a eu une fédération, je pense que c'était l'IBF qui a commencé. Mais ça fait pratiquement 30 ans. Hein. Ça fait pratiquement 30 ans. Mais moi, supprimer le compte debout, je trouve ça absurde. Mais je pense que c'est pour des raisons pseudo-économiques parce qu'il y a dû avoir des réclamations. Le mec qui se fait compter debout sur le moment, il est très content parce que ça lui permet de récupérer. Après le combat, il dit « Ah, j'ai perdu des points parce qu'il m'a compté, mais en fait, j'étais pas KO. » mais si, Les gens sont vicelards, c'est malheureux, mais... il vaut mieux être compté, perdre un round que ouais. arrêter. Hein. Parce que après, la responsabilité de l'arbitre, elle est considérable. Hein. Mais je pense que c'est aussi la responsabilité de l'entraîneur parce que si tu vois que ton boxeur, il est vraiment mal, tu peux jeter la serviette. Hein. Moi, si j'avais le pouvoir moi, je voudrais demander un temps mort. Non, mais ça n'arrivera jamais. Mais Ouais, si l'entraîneur pouvait déclencher un compte. Si l'entraîneur pouvait déclencher. Il y a des exemples de renversement de situation. Hein. C'est rare quand même, il faut être honnête, c'est un peu rare. En général, quand les boxeurs sont en train de souffrir pendant le combat, disons, c'est rare qu'ils renversent la vapeur en boxe anglaise. C'est quand même un sport où la tendance est dure à inverser. C'est-à-dire que quand on commence à prendre des coups dès le premier, deuxième round... Non, mais ça peut permettre d'atteindre la fin du round, ça peut permettre d'atteindre la fin du combat. Une défaite avant la limite, c'est quand même beaucoup plus marquant qu'un état de point. qu'un point, ouais. Bon, bien sûr, non, mais comme on dit, c'est à l'appréciation de l'arbitre. De toute façon, la grande majorité des arbitres, quand ils arrêtent, c'est pas pour leur plaisir. Hein. Oui. Parce que quand on est arbitre, on veut l'intérêt du boxeur. Hein. Ça, c'est... Vous pensez qu'ils sont bien formés en France, les arbitres? Non. Bon, ça résout le problème assez... Je connais très peu, alors je suis plus dans les arts martiaux, hein, je connais moins bien la boxe anglaise. Comment ça s'organise pour les arbitres? Il y a une formation continue, il y a une école des cadres, il y a des organismes qui proposent au niveau fédéral des choses pour entretenir ce niveau, former de nouveaux arbitres? À mon avis, on ne fait pas assez on n'incite pas à venir à l'arbitrage. Et après, les formations, elles sont assez légères. Hein, Comment ça se passe quand un entraîneur veut devenir arbitre, par exemple? Est-ce qu'il doit faire des formations? Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Ah bah oui, il y a des formations, techniques et au niveau des règlements, il y a des formations. Enfin, c'est pas... déjà, il n'y a pas une grande publicité pour recruter des arbitres. On ne fait pas grand-chose pour les mettre en valeur. Après, on en arrive aussi au bénévolat et on en arrive aussi à l'indemnité. Contrairement à tous les sports collectifs où les arbitres sont indemnisés. Ouais. Là, il faut reconnaître que là, c'est minime. Hein. Jusqu'à présent, c'était les frais de déplacement, les frais de blanc, comme on disait, pour la tenue. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose pour les encourager. Hein. En judo, il y a 550 000 licenciés environ en France. En boxe, vous direz qu'il y en a combien? 60 000, je crois, 65 000. 65 000, c'est quand même très peu pour un sport qui est très ancien. Je crois que c'est 65 000. Ouais, c'est quand même très peu. Donc la fédération a peu de moyens pour indemniser les arbitres, les officiels. La fédération, sans m'engager, elle met beaucoup d'argent sur la préparation olympique, hein, sur le haut niveau. Elle investit beaucoup. C'est un petit peu la même stratégie qu'il y a en judo, mais en judo c'est compréhensible parce que ils ont une grosse publicité avec ça, ça leur ramène des licenciés. Judo, j'ai eu l'occasion d'aller à la maison du judo. J'ai envie ça. Et ouais. Je suis allé assister à un championnat de vétérans. Ils ont presque 10 fois plus de licenciés que la boxe anglaise. Les cotisations seront peut-être aussi, seront plus élevées. Mais malgré tout, il y a de quoi faire. La fédération, chaque année, ils disent qu'ils vont se structurer, qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire là. Ce qui est, c'est que les officiels ne sont pas assez mis en valeur.
On perd beaucoup une fois que le sportif arrête. Beaucoup de gens dans la boxe, voilà. On va arriver sur un sujet, beaucoup de gens vont l'entraîner. Voilà, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont les meilleurs du monde. Puis c'est facile d'entraîner un boxeur, c'est pas comme un club de foot où il vous faut des éléments. Je suis pas sûr. Enfin, ouais. Non, mais il vous suffit d'avoir votre fils ou votre petit-neveu qui fait... Beaucoup, ils veulent tous entraîner. Bon, on le voit ici au niveau du club. Pour trouver quelqu'un qui va conduire un fourgon, pour trouver quelqu'un qui va faire ci, qui va faire là, c'est très difficile. Pour trouver quelqu'un qui va venir pousser des cris pendant un jour, puis on le voit, il vient quand il veut, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et comment, c'est toujours un diplôme de prévôt qui existe en boxe anglaise, un diplôme d'animateur fédéral, quelque chose comme ça? Ben, il y a les différents grades, enfin, donc, c'est ce qu'on appelle prévôt fédéral. Et après, pour prévôt fédéral qui vous permet d'enseigner sans être rémunéré. Oui. Et maintenant, comme beaucoup de gens pensent à la rémunération, il y a des BPGEPS, il y a des métiers du sport. Oui, c'est un petit peu pareil en judo et en karaté. Ouais. Et maintenant, les vrais passionnés. Moi, personnellement, je n'ai jamais passé le brevet d'État. Et il y a beaucoup d'entraîneurs en France, dans France profonde, qui sont prévôt fédéral parce qu'ils exercent par passion et ils ne vont pas monnayer leur talent, leur savoir dans des écoles ou ainsi de suite. Voilà. Ah, ça, au niveau des gens qui ont appris la boxe dans les livres, il y en a. Hein. Ça, il y en a. Hein. Ouais. Et des gens qui ont fait une carrière professionnelle ou amateur et qui ouvrent des clubs, c'est quand même très peu en réalité. C'est très peu. Là, aujourd'hui, j'ai vu... c'est très peu. Je citais le nom d'un Frédéric Pérez qui avait été champion de France, champion d'Europe en Languedoc, qui est passionné, qui fait tourner la boxe à côté de Sète, à Balaruc. Par-ci, par-là, il y a des... Puis là, vous avez malheureusement le décès de Thierry Jacob il y a un mois, juste après Noël. Il a quand même été champion du monde. Et je l'ai vu, ce samedi, je vais partir en championnat de France junior. Et l'an dernier, je l'avais croisé comme ça. Il était là parmi les entraîneurs. Voilà. Non, il y a un faible pourcentage. Hein. Il y a quand même un faible pourcentage, mais il y en a. Il y en a qui ont ça dans la peau, et puis qui le font sans... Il y a aussi un problème en boxe anglaise, c'est que c'est très rare, plus que dans les arts martiaux et les autres sports de combat, des gens qui ont été bons sur le ring et qui sont bons derrière le ring. Je cherche, mais j'en connais pas beaucoup. C'est pas évident. Là, actuellement, il y a Hassan Cherifi qui a quand même été champion du monde. Il s'est entraîné ici là, aussi, Hassan. Et sa fille est bon, est-ce qu'il fait ça? Non, c'est un garçon qui est passionné, qui est sympa. Pour l'instant, il fait ça pour sa fille, qui a l'air de réussir, qui a été champion de France amateur, qui est passé pro. Je cherche. Bon, il y a ce Frédéric Pérez qui a été un très très bon boxeur à Sète, qui a monté son club à Balaruc. À travers la France, il y a la famille Cazot à Saint-Nazaire, qui le père était champion d'Europe, le fils était champion d'Europe. Et la père et fils, ils font tourner le club, toujours. Et ça se fait plus, je sais qu'à une époque ça se faisait, mais les interclubs avec pas forcément que de la boxe anglaise, mais de la boxe anglaise, la boxe française, pour découvrir d'autres disciplines, des réunions de sportifs plus généralement, avec boxe anglaise, karaté, judo. C'est eux qui viennent à nous. Ouais. C'est les pratiquants d'autres disciplines qui viennent croiser les gars. Après, nous déplacer dans les autres salles, non. Là, nous sommes allés mettre les gars au Boxing Club niçois à l'ouest, bon, qui est la suite du Boxing Club Saint-Augustin d'époque. On est allé croiser les gars. Des fois, le Cagné vient ici. Et après, les adeptes d'autres disciplines viennent pour croiser les gars. Et en général, ça se passe comment? Ils apprennent. Non, au niveau, ça leur permet de... De toute façon, dans les sports de pied-point, si vous n'avez pas une bonne, on va dire une bonne anglaise, c'est une bonne technique de bras, je pense que c'est indispensable pour le full, pour tout ça, c'est indispensable de ici à Nice, pour le full, il y avait, comment il s'appelait, Ardisson. Ardisson. Ouais, il était pas mauvais en full, je crois que le père avait fait un peu de karaté. Le père s'est entraîné avec nous. Il s'est entraîné ici pour... Ouais, c'est vrai que moi qui ne suis pas
Disons que oui, après, le full et le kick, bon, c'est près de la boxe anglaise, je m'y intéresse. Mais je reconnais que j'ai vu le père Ardisson, j'ai vu disputer des combats ici à l'Héry, au Théâtre de Verdure, des grands combats de full. Et c'était le pionnier du full du contact. full en France, dans le sud notamment, mais j'ai plus vu boxer le père que le fils. Le fils, je l'ai vu boxer une ou deux fois, et le père, je l'ai vu boxer plusieurs fois. À l'époque, il s'était entraîné avec nous. Et il y a quelques années, donc j'avais amené un de mes boxeurs à mettre les gants avec Jérôme. Et il faut reconnaître qu'un jeune boxeur, qui est de son poids, mais Jérôme, rien qu'au point, il s'en tirait très très bien contre le garçon que j'avais amené, qui lui ne pratiquait que de l'anglaise. Ouais. Ouais, donc ils ont une pratique qui est quand même correcte en anglaise. Ah oui, il faut. Correct, ouais. Ok. Et vous-même, quand vous avez boxé, vous étiez dans quelle catégorie? En moyen, moins de 75. Moins de 75, ok. Ouais. À l'époque, c'était un peu comme maintenant, c'est-à-dire que les gens essayaient de faire des régimes ou pas encore vraiment beaucoup? Essayer ou pas, mais on a toujours... Non, il n'y avait pas de cutting, il n'y avait pas de... Non. Bah, on cherche toujours à boxer en dessous du poids, poids actuel, du poids naturel. Par rapport à chercher la taille et tout. C'est très... Des fois, il y a des grassouillés qui se contentent de leur poids et qui... ça dépend, mais enfin, il faut quand même mieux boxer en dessous de son poids. Maintenant, les catégories sont très séparées, mais je sais que les gens perdent encore en général 2-3 kilos avant de combattre, parfois plus. Le problème, ça a été la pesée la veille. Ouais, ça c'est un gros problème. Ça a entraîné des accidents. Parce que les pros, c'était à midi pour le soir. Les amateurs, c'était aussi le soir, juste avant le combat. Et ils passaient au sauna entre les deux. La veille. Parce que des fois, vous arrivez à des absurdités. La veille à midi. Au début, c'était... Oui, ils reprennent 6 kilos entre... Voilà. Au début, c'était... moi, j'ai connu ça il y a une vingtaine d'années, quand on faisait les compétitions officielles. C'était bien parce que le boxeur était là, la veille au soir, la presse et tout ça. Nice Matin venait la veille, il photographiait les boxeurs à peser, et le matin, il y avait la photo. Mais en 24 heures ou 28 heures, il y a des excès de poids. Donc, vous devez certainement être au courant, aux États-Unis et puis dans la majorité des pays, dans le contrat, il est mentionné de se reposer le lendemain avec un pourcentage de poids supérieur limité. D'accord, donc on ne peut pas faire 10 kilos de plus le lendemain. Voilà, donc je sais pas, on va dire un exemple. Si le gars il se pèse à 60 le jeudi soir, il ne faut pas que le lendemain il fasse plus de 62. Voilà. Parce que le gars qui fait 65 kilos, il descend à 60 la veille du combat, et il remonte 2-3 heures après. Hein. Il y avait d'ailleurs, ça commençait à se développer des méthodes presque scientifiques pour reprendre un maximum de poids entre la pesée et le combat. Ouais. Mais c'était terrible parce que les gars, avant la pesée, ils passaient au hammam, au sauna, etc. Ils perdaient toute l'eau qu'ils avaient dans le corps. Après, ils remontaient de 5-6 kilos pour les reins, pour la circulation du sang. C'était une catastrophe. Et les accidents arrivent. Hein. Surtout en boxe anglaise, c'est dur comme sport. Ouais. Non, mais là, je suis vaguement au courant, mais ils vont revenir, ils vont supprimer les pesées. Après, il y avait cet aspect, médiatique, commercial. On fait la pesée la veille dans une grande surface, le ci, le là, ça. Surtout aux États-Unis, ils adorent faire ça. Ils font mais je crois même qu'ils la font d'autres fois. Ah, mais ils font des pré-pesées aussi, je crois. Ils font la conférence de presse d'avant-combat, d'après-combat, parce que ça fait vendre le combat. Leur système économique autour des combats, c'est de faire du pay-per-view, c'est-à-dire que les gens payent pour regarder à la télé. Donc s'ils font une conférence de presse avant la pesée, ils font encore un truc pendant la pesée, un truc après, ça leur fait un peu de pognon, tout le monde est content. Mais le problème, c'est que pour les boxeurs, c'est terrible. Parce que le gars, il fait le yo-yo avec les kilos, ça peut pas être très moi, j'ai discuté avec un boxeur qui a fait des combats à très haut niveau, à moins de 54. Et il me disait qu'il était, je vous le dirai hors antenne,
Ouais, il était plutôt à 65 kilos. Non, 50, ouais, 50. De toute façon, c'est une histoire de pourcentage. Ouais. Un poids moyen qui perd de 78 à 75, Ouais. ça va, mais de 58 à 54, Ouais, ça fait commence à beaucoup. faire. Ouais. Je vous dirai tout à l'heure le nom. Et voilà, donc... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, en plus, il y a les catégories se sont affinées. Les plus petites catégories, je crois que c'est les poids paille, c'est les moins de 47. Et la plus haute, c'est les poids super lourds. Enfin, Mais les poids lourds, maintenant, depuis quelques années, on les a gradués. Parce qu'avant, vous dépassez... Le problème de mon père, c'est ça, c'est qu'il c'était au-dessus de 81 kilos. Il en faisait 82, 83 ou 84 et il tirait des colosses. Ouais. Parce qu'il n'arrivait pas... Non, en pro, c'est 79 et quelques. Et poids lourd, c'était au-dessus de 79. Maintenant, vous avez jusqu'à 86. Ouais. Voilà. Et même un amateur, hein, c'est... Il y a les lourds légers, je crois que c'est 82, quelque chose comme ça. 85. Et après, les vrais lourds, je crois que c'est au-dessus de 90, non? Ouais, c'est au-dessus de 90. Ouais, donc les catégories se sont affinées aussi, mais aussi parce qu'il y a plus, au niveau mondial, il y avait plus de gens à un moment dans la boxe, mais maintenant j'ai l'impression que ça s'est raréfié entre guillemets, parce que j'ai du mal à savoir, mais maintenant il y a énormément de fédérations mondiales, WBO, WBC, IBF, etc. C'est difficile pour le grand public, je me mets à la place du grand public, c'est difficile de savoir... Teddy Riner, c'est le meilleur judoka du monde. Ouais, en judo, ils n'ont pas ce problème. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Mais boxeur... Usyk, pas Usyk, voilà, en judo, le champion du monde, c'était Teddy Riner. Ouais, j'en parlais justement avec un professeur. En judo, ils ont bien joué parce qu'il n'y a qu'une fédération. Il y a un niveau qui comparativement est très 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 élevé parce que tout le monde va dans le même championnat. Donc le niveau est... Oui, vous ne me posez pas la question. Et pourquoi il y a 4 fédérations? Ça c'est pour l'argent. La seule réponse, elle est... Quand un homme de la rue me pose la question, il est obligé de... Moi déjà, quand il y avait la WBC et la WBA, on disait ça allait. Mais après, il y a l'IBF qui s'est mis, la WBO, et je ne sais même plus les ceintures ci, les ceintures là. Voilà. Bon, ils essayent de temps en temps, comme ils voient que la boxe est en perte de vitesse, surtout avec l'arrivée du MMA, ils essayent de faire des matchs entre champions pour unifier les ceintures. Mais bon, c'est du rafistolage. La vraie solution, c'est de faire une seule fédération, c'est tout. Un vrai combat de boxe, c'est un combat, un vrai combat. Il y a des combats sans ceinture. Bon, on va toujours revenir, c'est pas dans les calendes grecs. Jean-Claude Boutier, donc, que vous connaissez, pour qu'il arrive à se faire connaître, il a rencontré 3 fois un Péruvien qui s'appelait Juarez de Lima, au Palais des Sports à Paris. Okay. Et 2 fois, il a pas. C'était un baromètre. C'est comme au saut à la pêche. Ouais. Il fallait franchir Juarez de Lima et il a perdu 2 fois. La 3e, il a été autorisé à côtoyer les demi-finales mondiales. Mais il y avait des combats en 10 rounds, des combats franco-français, sans titre, qui intéressaient énormément les gens. Maintenant, c'est fini. Maintenant, si vous n'avez pas la ceinture en jeu, ceinture en chocolat, parce que c'est souvent le cas, c'est ce que j'allais dire. Et encore, même les ceintures ont moins de valeur qu'avant. Donc... Puis le grand public n'est pas naïf. Les gens voient bien qu'il y a des magouilles, il y a des combats arrangés. On lui met quand le mec a une défaite, on lui met un petit jeune pour revenir. Ça, c'est de bonne guerre. Ce qu'il faut, c'est que ça se prolonge pas, que ça soit aussi raisonnable, correct. Non. Mais il n'y a pas de combat arrangé. Voilà. Il y a des combats déséquilibrés. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Parce que des fois, à la boxe, il y a des combats arrangés, mais non, il n'y a pas de combat truqué. C'est déséquilibré. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'on a 9 chances sur 10 que... Suras contre Ninguya, c'était... c'est pas un combat, c'est une agression. Ouais. Et non, mais c'était... Après, je sais, dans les coulisses, j'ai su qu'il y avait eu des problèmes, pas des problèmes d'argent, mais qu'ils avaient appâté ce garçon pour avoir une victoire, parce qu'il avait un palmarès vierge de 26 victoires. Ouais. Et après, il y a eu un peu la surenchère, il y a eu tout ça. C'était un matchmaking. Ouais, le matchmaking est souvent très très favorable à celui qui est là depuis longtemps. Là, il a pas pu, de toute façon, ils n'ont pas de la possibilité de signer la revanche en France. Mais de toute façon, vous le faisiez au stade Vélodrome. On le faisait. Là, j'ai vu que c'était pour NBD 850.
875 000 euros. Oui, où je rêvais, ou 85 000, je ne sais plus. Il a fallu qu'ils aillent NBD contre Sadjo. Ils arrivent à le faire en France. Mais donc, le chiffre était déjà énorme. Et après, il faut trouver tout, il faut la salle, ça représente un budget incroyable. Puis il faut une logistique. Parce qu'il faut les spectateurs, si c'est un beau combat, ils viennent d'ailleurs, donc il faut des hôtels, il faut des transports. Ouais. Mais là, ils vont le faire à Paris. Moi, le premier, ça fait longtemps, je ne suis plus monté à Paris depuis j'avais vu Railou, Jean-Baptiste Mendy. La première fois, j'avais vu Acariès échouer en demi-finale mondiale. Mais là, le Mbili, ça me donne envie de monter à Paris pour le vivre en direct. Et vous n'avez pas vu de modification de la pratique ou du public depuis que le MMA est arrivé? Soit une baisse de l'intérêt, ou parce que je sais que le MMA a tapé dans les jambes du karaté, du judo, de la boxe thaï même. Ça n'a rien changé? Ça a pris des boxeurs, oui, ça prend des boxeurs, mais dans le nombre, non. Oui, certains vont... Mais numériquement, ils sont remplacés par d'autres. Non, on n'a pas une chute d'effectifs. On perd certains éléments, mais ça n'a pas... Par contre, le MMA est en train de tuer la boxe. La boxe anglaise en France, ça, médiatiquement, économiquement. Les gens sont toujours attirés par les sports qui leur semblent plus complets. Il y a eu une époque où la boxe anglaise, les mecs se tapaient avec les poings, mais bon, de temps en temps, ils se mettaient un coup de tête. Le public était content, quoi. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'avec le MMA, une époque, ça a été le karaté, mais ça a vite été passé de mode. Puis maintenant, c'est vrai que le MMA a fait grand tapage en France depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui pourraient être prédestinés plutôt pour la boxe, même au niveau physique, au niveau corpulence, et qui pourtant se mettent à faire du combat au sol. Moi, je vous dis franchement, tant que c'est... parce que moi, comme chaîne, je ne suis pas très équipé, je regarde l'équipe 21, il y a souvent du MMA. Tant qu'ils sont à distance, je regarde, et dès qu'ils sont au sol, je change de chaîne. Oui, je peux comprendre, surtout pour quelqu'un qui a... Mais aux États-Unis, ils ont relancé un truc. Maintenant, il y a une fédération de boxe à main nue. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais, c'est possible, non. Vous n'avez pas vu? C'est assez intéressant au niveau technique parce que... Mais ils seront beaucoup plus défensifs. Tout est modifié en fait. Et on retrouve des techniques avant l'époque des gants, donc avant les règles du baron de Queensberry. Parce que... vous savez, nous on met du poids dans les gants quand on frappe. Quand on met des coups, on met beaucoup le poids du corps dans les... Mais on fait ça parce que les mains sont bien protégées. Si on fait ça à main nue contre un crâne... oui, c'est ce qu'on disait. Et du coup, ils reboxent un peu à l'ancienne en mettant pas de poids dans les mains. C'est assez intéressant au niveau technique et tactique. Et ils se blessent pas... En fait, ils se blessent beaucoup au niveau superficiel. Mais par contre, des grosses blessures... moi, je pense que les gants, à long terme, c'est plus dangereux que sans gants. Mais je dois être... Non, mais ce qui est dangereux aussi, c'est le casque. Parce que le casque, il est fait pour éviter les chocs de tête et les arcades. Mais l'onde de choc, elle se transmet plus. Oui, alors moi, je deviens fou. Je râle parce que quand je vois arriver le gars équipé... Il y en a qui bloquent les coups avec le casque. Hein, ouais, ça arrive aussi. Et oui, alors le casque avec la barre devant, c'est fait pour un champion qui s'entraîne, qui est en fin de préparation et qui ne veut pas être blessé. Alors ça, quand ils auront compris, ça, ils auront tout compris, mais ils ne comprennent pas. Voilà, ils voient des fois des types, parce que je leur dis, mais quand vous voyez les mecs qui sont là devant la glace, c'est la fin de préparation, c'est du show, mais quand l'entraînement, c'est pas ça. Ouais, en général, s'il y a une caméra, d'ailleurs, c'est du show. Donc, Voilà. Quand je vois, on est face à la glace, tu la regardes, mais quand tu es de côté, tu ne regardes pas, parce que sur le ring, il n'y a pas de glace. Hein. Et quand tu vois un Américain qui fait son truc, c'est la conférence de presse. Et le casque avec la barre, je ne peux pas citer de nom. Mais j'en connais beaucoup qui bloquent les coups avec la barre. Hein. Et oui, sur le ring, ils n'ont plus la barre. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, ça fait prendre de mauvaises habitudes aussi, vous voulez dire. Ça fait prendre de mauvaises habitudes. C'est bon pour les chocs, pour les arcades. Hein. Ouais. Ça, c'est pour éviter. Là, il y a un garçon, mais le fils de ce Frédéric Pérez, qui a gagné le 16e de finale des championnats de France il y a 15 jours. En 8e de finale, il gagne, il a eu l'arcade coupée et il n'a pas pu boxer en quart. Et s'il avait eu le casque, il aurait pu boxer. Voilà. Bon, au moins les toubibs font bien leur travail parce qu'ils sont consciencieux.
Oui, oui, d'accord, oui, mais quand vous êtes blessé, même qu'il peut arriver ce que vous voulez, et une semaine, c'est pas suffisant. Hein. Et c'est des chocs de tête, c'est pas des chocs de poing. Hein. Ah, c'est un choc frontal. Les blessures, il y a un gros pourcentage, c'est des chocs de tête. Hein. Il y a une époque, bon maintenant avec les gants sont pratiquement tous en revêtement plastique avec une mousse injectée, mais il y a une époque où les gants avaient des coutures et les mecs ils faisaient des coups tournants pour... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on bougeait le crin. Non, maintenant, même nous, comme on a tendance à rouler le gant avec le lacet, de le rouler en boule, mais la matière, elle revient de suite après. Ça sert à rien. Les gants neufs, ils vont après un peu être mouillés par la sueur, tout ça. Mais un gant neuf, on n'arrive pas à l'user. Hein. Et on a tendance à le rouler, mais la matière revient de suite. Hein. Non, mais les blessures, c'est des chocs de tête. Hein. Ça arrive qu'il y ait des mauvais comportements, qu'il y ait des boxeurs avec un mauvais esprit qui essayent volontairement de blesser avec des... Ça arrive, mais beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de coups de tête volontaires qu'au foot ou au rugby. Hein. Non. Parce que bon, je connais peu la boxe en compétition. Je me doute que en général les gars sont réglo, mais ça peut arriver qu'il y ait... Non, à vrai dire, non. Le type qui vous file le coup de boule, oui, il y en a, mais la fatigue. C'est anecdotique, ça arrive presque jamais. Oui, ça c'est anecdotique. Et c'est un truc qui m'aurait intéressé de savoir, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de profs ou de clubs qui enseignent à la fois en droitier et en gaucher, ou est-ce que ça se fait pas du tout? Alors, des fois, il y a une incompréhension. On a le cas d'un gars, un jeune, un Albanais, qui a commencé avec un ami à nous, et qui ne se sont pas bien compris. Nous, on l'a récupéré en gaucher, et un jour, ici même, un de nos entraîneurs, là, René Blancardi, fait un exercice en lançant des balles de tennis sur le mur pour les récupérer. Et le garçon, il récupérait de la main droite. Donc il récupérait avec sa main. Et c'est là qu'il a dit, mais Abdel, quand il m'a initié à la boxe, il n'a pas compris, il m'a mis en fausse garde. Mais je suis droitier. Et il boxe en gaucher, il boxe très bien en gaucher. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut boxer, il peut changer il peut faire les deux. Bon, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai appris les arts martiaux avant de me mettre à la boxe. Et dans les arts martiaux, un peu comme en karaté, en kung-fu, etc., souvent on apprend les deux côtés. En karaté, ils ont des katas où on fait tout d'un côté puis de l'autre. Et quand je suis arrivé en boxe anglaise, donc moi j'étais chez Nice Azure Box, chez Bagoro Khalifa. Et il dit t'es droitier, tu mets la jambe gauche devant et puis c'est tout quoi. Et une fois de temps en temps, mais alors vraiment de temps en temps, dans les entraînements, il proposait de se mettre en fausse garde, comme on dit, et donc de faire changer tout le monde. Et quand je suis arrivé à la boxe, moi qui étais débutant, néophyte, ça m'avait surpris. Je m'étais dit que quelqu'un qui boxe bien dans les deux gardes, il pourrait avoir un gros avantage tactique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe totalement? C'est vrai, mais je dis avant de boxer dans les deux gardes, sur les deux formes, il faut déjà bien maîtriser la... Il y en a qui le font instantanément. Il y en a qui le font naturellement. Et maintenant, déjà, soit vous le faites naturellement, vous êtes des dispositions des deux, soit vous apprenez très très bien à boxer d'une garde, et après moi, boxer, pour moi, c'est le niveau défensif qui est pas le même. Le niveau offensif, boxer faire illusion. Pour faire illusion. Je peux le faire. Mais au niveau défensif, c'est... Et alors là, je vais vous raconter une anecdote. Je me suis retrouvé à Fumel, dans le Lot-et-Garonne. À l'époque, on était 5-6 boxeurs. Personne ne connaissait pas de vidéo, tout ça. On va boxer contre des gens de Guyane, enfin de Guyane, hein, d'Aquitaine. Et on se chauffait dans à plat dans une grande salle. Derrière le rideau du gymnase. Et le type, il était pas loin, tout ça. Putain, je me suis mis, j'ai dit, je vais boxer en gaucher. Parce que le type, il était à 20 mètres, avec son entraîneur, tout ça. Et je me suis mis à boxer en gaucher. Et j'ai entendu qu'il a dit, ouais, c'est un gaucher. Et le type, il est monté sur le ring en pensant que j'étais gaucher. Et j'ai jamais été gaucher, il devait se demander quand est-ce qu'il va changer de garde.
comme j'ai bon là ça m'a été bénéfique. Et j'ai une autre anecdote d'un de mes boxeurs. Il fait le championnat de France. Et puis à l'époque, il n'y avait pas ces vidéos, il n'y avait pas tout ça. C'était pas dans la nuit des temps. Et en 8e de finale, il rencontre un gars de Dijon. Bon. Une semaine avant, 10 jours avant, je reçois un coup de téléphone de l'entraîneur de Fréjus qui me dit « Ouais, Jacques, tu voudrais venir mettre les gants, tout ça, à Fréjus aussi, tout ça. » Mais je dis « Tu sais, moi je suis tout seul à la salle. Je suis tout seul à la salle, je ne peux pas me déplacer. » « Ah, parce que tu sais que Jean-Marc, il va rencontrer un gaucher. » « Ah bon ?» Et son boxeur était gaucher. Le gars, il voulait avoir des sparring. Finalement, il se décide à venir avec un gaucher. Et il met les gants avec mon boxeur, un poids plume. Bon, ça se passe. Et à mon boxeur, j'ai dit, bon, ton adversaire, il va être gaucher. Et arrivé à Perpignan, le combat a lieu. Et le garçon, il n'est pas gaucher du tout. Hein. Il n'est pas du tout gaucher. Bon, puis le combat se passe, la douche, les vestiaires, je vais le voir, je dis, mais dis-moi, mais tu n'étais pas gaucher, toi, avant? Mais dis-moi, monsieur, je n'ai jamais été gaucher. Donc, l'entraîneur qui voulait un sparring, il nous a mis dans le doute. Et mon boxeur, il est monté sur le ring pour rencontrer un gaucher, il voit un droitier, et tout le temps, il a été bloqué par ça. Il se disait, il va me changer de garde, tout ça, voilà, c'est des détails, mais c'est psychologique. Ça s'est fait à une époque, surtout en boxe anglaise, de répandre de la désinformation. Ah oui. Mohamed Ali l'a très bien fait contre George Foreman. Le combat à Kinshasa, ouais. Mohamed Ali, il avait donc l'habitude de danser sur le ring, littéralement. Et le combat à Kinshasa, moi je l'ai regardé, il est incroyable ce combat, vraiment. Parce que Mohamed Ali, il a expliqué après le combat que pendant les 3 mois qui ont précédé le combat, où ils étaient déjà sur place à Kinshasa, Mohamed Ali faisait sa communication avec les journalistes en montrant comme d'habitude qu'il dansait, mais en fait, il s'est entraîné à rester dans les cordes et à pas bouger pour épuiser George Foreman qui frappait comme un bœuf. Et on voit qu'au 8e round, Foreman, il était au bout du bout, il tombait presque tout seul parce que Ali lui faisait des clinches en lui disant alors c'est tout ce que tu peux faire. Et donc il y a eu déjà très tôt, bon Ali c'était un extrême, hein, mais de la désinformation ou des petits trucs comme ça de lancer oh, il est gaucher, ah, c'est plutôt un infighter, c'est plutôt un outboxer, ça s'est fait assez, je pense assez tôt ces trucs-là. Mais de nos jours ça se... Alors maintenant, puisqu'on parle de ça, il y a, quand on sait... En amateur, on sait pas si le gars est gaucher ou quoi. Et là, quand vous avez les secondes qui précèdent le préambule, les préliminaires, l'annonce, je dis aux boxeurs, ne te mets pas. Ils ont tendance à déjà se mettre en garde quand ils annoncent au micro. Ouais. Mais retarde le plus possible parce que le type, il se met le pied droit en avant. Ouais. Quand tu es debout dans le coin, tu mets le pied droit. Retarde. Parce que ça a une importance incroyable. Le gars, il prépare déjà sa stratégie, le mec d'en face. Ouais. Et oui, il faut retarder le plus possible la surprise. Hein. Et maintenant, de nos jours, les gauchers en général, c'est plus rare dans le sport. Et ils sont toujours difficiles à battre. Je crois qu'il y en a plus, il y en a quand même plus qu'avant. Ah ouais. Hein. Et ils sont toujours difficiles à battre, c'est toujours un problème en boxe anglaise? Je crois que le problème, on se le crée. Hein. Parce que si vous donnez sur un gauche, de suite, voilà, c'est ça. Alors, déjà, la tactique, quand vous découvrez un gaucher, ils se mettent à crier « Ah, c'est un gaucher !» Bon, c'est surtout pas ça à faire, pas affoler le boxeur. Il faut pas, dans le coin, quand moi je découvre que l'adversaire est gaucher, je lui dis « C'est rien, c'est pareil, tatati. » Le mot gaucher, ça braque. Et après, le direct du bras avant, il passe au temps. Hein. On a tendance à dire « Donne les bras arrière, la droite, mais non. » Il faut tourner dans le bon sens aussi. Tourner, oui, mais ne pas s'exposer au bras arrière, mais c'est logique. Que la mauvaise chose à faire contre un gaucher, c'est de tourner dans le mauvais sens et de se prendre le cross tout le temps. Oui, mais pour résumer, après, nous, entraîneurs, il ne faut pas qu'on dise gauche ou droite, il faut qu'on dise bras avant, bras arrière. Parce que voilà, après, on peut commettre des... Si on coach un gaucher, on a tendance à lui dire gauche, bras avant, bras arrière. Et après, ce qu'il faut, c'est pas s'exposer aller sur le bras arrière. Ouais. Il faut faire simple. Hein. Il faut faire simple dans les, comme je dis, à partir de maintenant, tu n'entends plus que ma voix, tu n'entends pas la voix du public, de ta famille. L'arbitre, le boxeur, l'arbitre et moi.
Et la voix, tu te fies à ma voix, parce que beaucoup se font influencer par les coups dans les gants. Quand vous boxez à l'extérieur, ça tape dans les gants, le public gueule et tout ça, ça impressionne. Ouais. Voilà, Ouais, pour les gens qui boxent en amateur ou qui n'ont pas un gros palmarès, ils n'ont pas l'habitude, ils sont impressionnés par ça. impressionné, ouais. C'est plus dur maintenant ou c'était déjà pareil avant de coacher quelqu'un sur le ring? C'est qu'on dit souvent, enfin les journalistes disent que les boxeurs ont un ego démesuré de nos jours. C'est plus dur qu'avant parce que, comme je vous l'ai dit, ils en savent plus que nous grâce à Internet, enfin à cause d'Internet, à cause de ci, à cause de là. La plupart des boxeurs ont l'impression qu'ils veulent maintenant, hein, ils comprennent pas qu'il y a une opposition en face. Voilà, s'ils survolent pas les débats, c'est pas bien. Mais comme le gars qui est en face, il est comme toi. Hein. C'est pas un sport on court pas contre le chrono, Ouais. on saute pas à une certaine hauteur. On a quelqu'un en face. Et ce quelqu'un, il fait le maximum. Il fait le maximum pour être bien. Mais si tu le bouffes, si tu domines, tu n'as plus besoin de rien, tu n'as rien à faire ici, tu es déjà champion. Tu es là pour souffrir et pour... la différence, elle est faible. Il y a surtout un truc que les jeunes ne se rendent pas compte, c'est l'avantage du point de vue extérieur. Un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui voit le premier round par exemple, il voit tout de suite les défauts du gars, alors que le mec qui est en train de combattre, qui n'a pas trop d'expérience... Oui, mais alors aussi, il faut arriver à tirer profit du physique et des qualités de son boxeur. Parce qu'il y en a beaucoup qui boxent contre nature. Hein. Vous avez des grands qui vont se plier. Et, voilà, et moi ça me rend fou de voir... Il y a plusieurs... Disons que voilà, au football, au rugby, il y a l'entraîneur des attaquants, il y a l'entraîneur des défenseurs, il y a le gardien de but. Et en boxe, il y a des spécialistes du grand et des spécialistes du petit. Si on fait boxer un petit comme on doit faire boxer un grand, ça va pas. Et souvent, le grand, il boxe comme un petit, ils ont l'impression que... Je leur dis, mais il y en a qui paieraient pour son allonge. Il faut en profiter. C'est vrai. Il faut tirer profit du gabarit. Ouais. Et techniquement, ça a une vraie incidence sur leur parcours, ce style de boxe qu'ils peuvent développer, ou grosso modo, de toute façon, qu'ils soient grands. Il y en a qui tireront jamais profit de leur... Vous avez des gars qui s'entraînent jour et nuit et ils ne comprendront pas que leur atout, il est Il faut avant tout s'entraîner intelligemment, en accord avec ça. Voilà. Alors maintenant, moi je rigole parce que le cardio, pour moi, le cardio, ça n'existe pas. C'est un mot. Il faut s'entraîner. Je suis peut-être naïf en disant ça, mais cardio, c'est commercial, c'est si on fait du cardio. Tu fais des cardio, mais entraîne-toi, mets-toi en condition physique et voilà, parce que séance de cardio. Oui, séance de cardio, on en a toujours fait du cardio. On en a toujours fait. Des accélérations au sac, on en a toujours fait des 8 secondes au sac. Là, quand j'ai le malheur de m'occuper de leur faire des accélérations au sac, je les crève. Parce qu'il y a le cardio commercial, quand vous les voyez tricoter. Voilà. Ah, ça me rappelle un ami à moi qui disait premier problème, pas de cardio, deuxième problème, pas de cardio, troisième problème, pas de cardio. Et oui, mais maintenant, il y a des séances de cardio. De 8h à 10h. Après, il y a ci, il y a là. Non, mais c'est un tout. C'est la nourriture, le sommeil, l'investissement. Il y a tout. Ouais. Et il faut pas. Et c'est au détriment de la technique. Ce qui est difficile, j'ai l'impression, en boxe anglaise, plus que dans les autres sports de combat, c'est qu'en boxe anglaise, les combats sont longs. En judo, les mecs, ils combattent 10 minutes. En karaté, pareil, 3-4 minutes. Oui, mais j'ai assisté quand même dernièrement à la Ligue Europa, l'année dernière, j'ai vu deux réunions là, en judo. Ouais, mais c'est quand même 5 minutes, c'est quand même long. Hein. Ouais, parce que c'est des sports de préhension, c'est difficile physiquement. Mais en boxe anglaise, il faut conserver une technique à peu près correcte pendant les 12 rounds. Ouais, mais il y a le souffle, debout, il y a le souffle au sol, ouais. C'est pas pareil. Et il y a des coureurs à pied il y a des gens qui vont faire des marathons et ils n'auront pas 3 minutes, ils n'auront pas 3 de 2. Hein. Le gars qui fait un trail ou un raid ou même un 5000 mètres, et il ne fera pas... Ouais, il y a des sports de sprinteurs et des sports de marathoniens. Non, mais que vous soyez sprinter ou à longue distance en course à pied, il faut s'adapter. La boxe, il faut l'adapter, il faut respirer, il y a une façon de respirer. Non, mais il y a beaucoup de... Oui, de jouer au foot, de faire des trucs comme ça, de compléments, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais si le gars, il n'arrive pas à doser ses efforts, il y en a des exemples comme ça. Hein.
Les gars, ils sont dans le rouge au bout de... Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, la 3e minute, c'est la plus dure. Hein. 3-2-2, vous les faites... je ne dis pas que je peux les faire, mais presque. Enfin, 2 minutes d'effort. Mais là, à partir de la 3e minute, c'est là qu'on est dans le rouge. Et quelqu'un qui n'est pas entraîné, il ne peut pas. Il peut pas faire la 3e minute. Vous faites des paliers pour les gens qui, par exemple, qui voudraient se mettre à la boxe à 30, 40 ans. Ils commencent par des 2 minutes et puis petit à petit, non, oui, 2 minutes. Non, mais ils peuvent faire des 3 minutes, mais sans l'intensité. Ouais. Voilà, sans l'intensité, non, parce qu'on ne peut pas... Ouais, puis 2 minutes, c'est court aussi. Non, même dans le loisir, c'est court, mais ce qu'il faut pas, c'est l'intensité. Dans le shadow, vous pouvez faire 3 minutes, c'est pas un problème. Quand j'ai dit 3 minutes, 3 minutes gant au point, c'est là que ça devient. Non, mais après, le shadow, 3 minutes, on a des gars de 50 ans, de ci, là, il n'y a pas de problème, hein, parce que l'engagement n'y est pas. L'amplitude, en termes d'âge, votre plus âgé, c'est qui? C'est quel âge? Non, il a débuté l'année dernière, on est 36, 37. 1900. Michael, il doit avoir 36 ans, pas plus de 36 ans. C'est votre plus vieil adhérent? Non, le pratiquant. Ouais. Pratiquant. Et le plus vieil adhérent qui s'entraîne un peu de temps en temps 55, 50, presque à 60. Hein. Non, moi je parle de pratiquant. Hein. Ouais. Pratiquant, ce Michael, il a débuté l'année dernière, il avait été sportif, mais il n'a jamais fait de combat, il a fait 2 victoires, 1 défaite, il fait 3 combats amateurs, il va reboxer, et il est né en 88, je crois, ou 80, un truc comme ça. Hein. Ok, ouais, donc c'est relativement jeune. Alors là aussi, c'est pareil, on en revient loin. Quand le club a été créé en 69, il n'y avait plus de boxe à Nice, comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs années. Et on a récupéré des tas de gens qui n'avaient pas eu de club, qui sont revenus. Ils avaient dépassé les 28 ans, et la fédération ne leur donnait pas de licence. Hein. Plus de 28 ans. Ah oui, mais ça fait 60 ans, hein. 55 ans. Donc la fédération était presque professionnelle en réalité. Parce qu'elle cherchait à avoir des gens. Elle délivrait, il n'y avait pas de licence de boxe. Vous preniez, d'ailleurs, on a encore le gars qui venait, il avait une licence de boxeur amateur, pardon. Il avait une licence de boxeur amateur, il demandait une licence, c'était pour disputer des combats. Ça alors, incroyable. Et les gars qui avaient plus de 28 ans, on avait fait des pieds et des mains, parce que, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de club sur Nice, il y en a qui étaient restés sur la touche pendant quelques temps, et ils n'ont jamais de licence. Hein. Après, c'est monté à 30, à 32. Maintenant, ils sont exigeants au-dessus de 32 au niveau médical, au niveau cardiogramme, électroencéphalogramme, trucs comme ça. Ils ont eu des accidents quand même aussi. L'Italie était déjà un peu avant nous, jusqu'à 36 ans. Ils ont été en avance. Après, il y avait une règle chez les pros. Quand vous atteignez 36 ans, il ne fallait pas perdre. Le jour où il y avait une défaite, ils ne pouvaient plus boxer. Maintenant, il y a des mecs de 40 ans qui boxent. Hein. Il y a des mecs de 40 ans. Et puis c'est des plus petites carrières, je pense, j'espère. Parce que boxer au-delà de... Il y en a qui commencent à 27, 28 ans, 30 ans. Hein. Il y en a qui, avant, il y avait beaucoup de gens qui débutent. Avant, même au football, c'est pareil. Hein. Le type avait 30 ans, il était fini. Hein. Ouais. Ah oui, je pense hein, que quand vous voyez, on ne parle pas de Dante, mais il y en a des tas qui, 35 ans, il y a des bons footballeurs. Hein. Ouais, c'est vrai que ça se fait maintenant. Bon, après, maintenant, ils ont un suivi. Il y a le suivi, il y a le suivi, la nourriture. Ça permet de pousser un peu plus loin la machine, mais il y a quand même des limites, parce que boxer à 36 ans... J'ai assisté, je me suis déplacé parce qu'il devait rencontrer... pouvait rencontrer un de mes boxeurs, l'Italien Gianfranco Rosi. Il était champion du monde. Hein. Gianfranco Rosi, un garçon très gentil, un garçon qui avait réussi financièrement. Il a voulu reboxer. Il a reboxé. Il a fait 2 ou 3 combats bidons. Il est né en 1957. Il avait battu Gilbert Dellé, il avait été champion du monde plusieurs fois. Et la fédération italienne ne lui donne pas de licence. Il va boxer en Serbie, il gagne. Et, j'y suis allé, il choisit un bon adversaire à San Marino. Ouais. Donc, avec des règlements... c'est plus petit, c'est comme Monaco, mais c'est en Italie. Ouais. Des règlements. Et il rencontre ce Roselia, c'était une ceinture, c'est ci, c'est là. Il se balade pendant 11 rounds. 11 rounds, il s'est pris un KO au 12e. Hospitalisation, les bras en croix et tout. Hein.
Et alors lui, il avait de l'argent, c'est lui qui avait payé le combat et tout, le plaisir de boxer. Et au lieu de rencontrer des bidons, il s'est pris un truc dramatique. Hein. Un truc parce qu'il avait, je sais pas, 45 ans, un truc comme ça. Et pendant 11 rounds, il s'est baladé. Hein. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui gardent la forme longtemps, mais boxer à 45 ans, ça me semble être... faut être fou, quoi. Il est né en 57. Non, il est né en 57 et c'était en 2004 ou 2005. C'était un combat amateur ou pro? Non, pro. 11 rounds. Faut être fou. Bon, après, attendez, alors, ça fait 43 ans. 43 ans et il avait 48 ans. Hein. 48 ans il avait. Il devrait y avoir des règlements sur l'âge. Quand on a cet âge-là, on devrait oui, pas mais justement, pouvoir... dans ces pays... Bon, nous, les gars c'est San Marino, ils font ce qu'ils veulent. Les gars qui ne peuvent pas boxer en France, ils vont boxer au Luxembourg. Ouais. Et là, à Saint-Marin, ils ont fait ce... Et c'est lui qui a payé. Il a payé l'adversaire. Pour montrer qu'il rencontrait un vrai boxeur. Il aurait pu en faire 10-15 de combats qu'on allait faire valoir. Là, souvent, les boxeurs en fin de carrière, d'ailleurs, ils font des petits combats d'exhibition, des trucs... Mais là, en Serbie, il avait rencontré de... Mais là, c'est lui-même, de lui-même. Et c'était dramatique. Hein. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il ne faut pas jouer avec le feu. Hein. Bon, on ne va pas tarder à conclure. Ce que je pose souvent comme question à la fin aux professeurs que j'interviewe, que ce soit judo, karaté, boxe, c'est ce que j'appelle le mot de la fin. S'il y a un conseil, une idée que vous aimeriez transmettre à la prochaine génération de boxeurs, un truc que vous voudriez dire? Allez jouer au foot. Moi, d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui ont la possibilité de jouer au foot, parce qu'on ne peut pas leur promettre la lune, il faut être honnête, il ne faut pas leur faire croire qu'ils vont gagner leur vie, il faut pas... Au mieux, ils se font connaître, ils trouvent un boulot, ils se font... Mais après, voilà. Et dans la pratique de loisirs, il n'y a pas beaucoup d'avenir, vous pensez? Un prof qui a par exemple le BPGEPS, il pourrait peut-être en vivre. Ah ben nous, on est en contact avec le All Boxing, une salle qui est ouverte à Nice, zone piétonne, et ça tourne. Hein. Ça tourne et oui, au niveau de boxe loisir, il y a du monde. Hein. Ouais. Il y a du monde et on va dire une belle clientèle, beaucoup de femmes. Et c'est en train de... sur Paris et dans beaucoup de villes de France, c'est en train de prendre comme on fait du finesse, comme on fait de la musculation, dans une salle de boxe. Mais donc nous récupérons, c'est ainsi déjà en faire de la compétition, mais avec tout le respect que j'ai, je leur dis ici on n'est pas au... Parce qu'ici on ne parle pas au milieu de repos, on ne sort pas pour aller boire, ainsi de suite. Donc ici c'est des Spartiates. Hein. Ça plaît pas. Là, les jeunes, une minute de repos, c'est fait pour se reposer, pour récupérer, c'est pas fait pour parler. Alors mon truc, c'est pas le club Trigano, c'est pas le club Med, c'est pas Trigano ici. Hein. Là, vous rentrez dans la salle, et pendant 1 heure, 1 heure et quart, ou 1 heure et demie au maximum, il faut penser qu'à ça. Hein. Le moindre relâchement est un gardien de but, il peut parler aux spectateurs qui sont derrière lui, mais un boxeur, une seconde, c'est dramatique. Hein. Il faut garder un état d'esprit alerte pendant tout le combat, c'est sûr. Concentration et dans l'entraînement. Ok, très bien. Bon, je vous remercie. Merci à vous.